Donc moi, je vais commencer avec un point de vue historien. L'historien, il ne croit en rien. Il décrit ce qu'il voit et l'avenir, il le regarde avec beaucoup de scepticisme. Et donc déjà, avec Alexandre et Jules, nous discutons de manière pas toujours sereine, puisque tout ce qu'il propose, je dis mais non, ça c'est déjà fait, ça c'est déjà vu. Donc j'exagère. Mais donc je vais essayer de vous donner un petit point de vue rétrospectif sur ces futurs annoncés depuis quelque temps par les artistes, surtout les artistes. Alors pour commencer, pour être vague et précise à la fois, je pourrais commencer par dire qu'une tendance dite moderne commence à se mettre en place après 1740 et qu'elle s'impose au milieu du XIXe siècle. La majorité des acteurs culturels et politiques de l'hémisphère nord, on va dire, et encore un certain nord, se mettent à valoriser l'avenir et à dénigrer le passé et cherchent à favoriser l'arrivée de choses nouvelles. Associer ce qui est nouveau et préférable à l'avenir, ça, c'était déjà nouveau. À la Renaissance, le préférable, c'est l'ancien. Le nouveau, c'est l'ancien. Ici, vous reconnaissez tous, j'imagine, l'école d'Athènes représentée par Raphaël, qui est au Vatican, dans la salle des signatures. Donc le préférable, le nouveau, c'est le modèle romain, la référence antique, l'humanisme grec, la redécouverte archéologique. En passant à la modernité, on change de perspective. On sort aussi des pensées cycliques. On ne se permettait pas jusque-là de continuer l'œuvre de Dieu, désormais c'est possible. Dans la modernité, une nouvelle économie symbolique s'est imposée, l'idée selon laquelle le progrès scientifique, technologique, culturel et moral, l'émancipation à l'égard des habitudes anciennes préparait des lendemains meilleurs. Tout cela s'est généralisé sur une certaine ère géographique. On vit aujourd'hui le problème du fait que ça, c'est pas si généralisé que ça, et que peut-être ça implique beaucoup de contradictions. À cette idée d'un avenir porteur du meilleur a très vite correspondu un nouveau rôle social, celui des ingénieurs ou des entrepreneurs, on dit plus aujourd'hui, qui font advenir l'avenir. Et bientôt les artistes modernes qui ont prétendu jouer un rôle aussi fort, montrer l'avenir, se faisant appeler à partir des années 1910 surtout avant-garde, à l'avant de l'armée qui va conquérir l'histoire. Des avant-gardes supposées accélérer encore plus l'avènement du nouveau dans une espèce de messianisme redéfini et donc supposées aussi susciter des révolutions symboliques. Aujourd'hui, certains mouvements reviennent sur cette idée qu'il faudrait progresser pour que l'avenir soit meilleur. Ce n'est plus si évident. En particulier, on le constate et on l'exprime dans certaines branches des mouvements altermondialistes ou écologistes, notamment ceux qui prônent la décroissance. Donc on peut penser qu'on passe à autre chose. L'histoire a précédé, accompagné, synthétisé toutes ces évolutions, l'histoire de l'art. En particulier celle donc, des avant-gardes, qu'on a dites décédées à la fin des années 60, mais bien vivantes entre les années 1850 et donc un siècle jusqu'aux années 60. Ça, c'est oui, pour illustrer les pensées cycliques. Et l'inverse, la nouvelle pensée du futur toujours meilleur, il faut que ça croisse, il faut que ça augmente, et on aura encore plus envie d'avancer. Après 1850, donc, il y a du nouveau dans les arts en Europe. Certains artistes mécontents s'associent en groupe, affirment leur rupture avec les pratiques normées et les conventions de l'époque et proclament qu'un jour, ils feront partie de l'histoire, donc qu'ils sont présentement l'avenir. Ils se disent modernes, ils renvoient leurs opposants à l'ancien, à l'académisme, ils se disent indépendants et renvoient ceux qui les réprouvent à l'aliénation esthétique, politique, aliénation sociale, voire religieuse. Ils se disent novateurs. Ce tableau vous paraît peut-être pas aujourd'hui novateur, mais à l'époque, c'était un manifeste qui est aujourd'hui au musée d'Orsay. Ils se disent novateurs et mettent les autres dans la case de l'imitation. Ils se disent originaux contre ceux qui seraient sans imagination, etc. Vous avez compris. Dans la grande vague de ceux qui veulent partir sur la Lune aujourd'hui, nous observons cela et nous n'en sommes pas nécessairement sortis de cette vague. Très clairement, l'idéologie de l'avant-garde est de retour aujourd'hui. Ceux qui veulent partir sur la Lune, ceux qui veulent partir sur Mars.
parfois je la retrouve dans les discussions avec Alexandre et Jules. Cette vague, on la pensait morte après 1955. L'avant-garde était devenue académique dans les milieux artistiques. Tout le monde faisait de l'art abstrait. Après 1965, c'était encore pire. Tout le monde faisait des happenings, tout le monde faisait du junk art. Et même dans les musées, on en trouvait, on en trouve encore, on n'en est pas sorti. Mais on constate dans certains lieux d'expression un appel à repartir donc au progrès, accélérer la modernité, revenir à cette espèce d'esprit perdu, oublié, celui qui était celui de nos grands-pères. En général, on crache sur ses pères, mais finalement, on refait ce que ses grands-pères ont fait. Donc, pousser plus fort et revenir à Prométhée. D'où l'intérêt donc d'un retour en arrière, qui est devenu Prométhée et comment a-t-il vécu, qu'a-t-il fait et jusqu'où a-t-il amené la culture de son époque. Si l'on regarde du côté des premières avant-gardes, la génération réaliste, celle qui est née donc dans les années 1850, à l'époque de la première exposition universelle de Paris, il y en avait une après, en 1851 à Londres, mais la première de Paris en 1855 a été une espèce d'ouverture pour les arts vers la modernité. Les artistes novateurs de la fin du XIXe siècle incarnent l'avenir lorsqu'ils peignent le présent. Peindre le présent sans l'enjoliver et sans le faire passer à l'histoire, c'était déjà une rupture, alors que la tendance était à peindre les héros du passé. Mais de ce présent, les premières avant-gardes ne peignent pas, justement pas, les éléments les plus modernes. Pas de représentation d'usine chez les réalistes de la génération de Courbet, qui s'intéressent plutôt aux scènes de la campagne française. C'était leur manière de résister au parisianisme, aux élites cosmopolites, donc de s'en faire remarquer. Pas non plus d'usine ni d'atelier chez les impressionnistes et les néo-impressionnistes. Au mieux, on aura des ponts et des locomotives. Même chez les plus à gauche, les plus politiquement à gauche, comme par exemple Camille Pissarro, qui était anarchiste à l'époque de création des premiers partis socialistes, communistes, etc. Donc ce Camille Pissarro, lui non plus, ne peint pas les usines, ne s'y intéresse pas. Georges Seurat non plus et Paul Signac, aussi artistes très modernes de leur époque, ils appliquent des théories de la décomposition de la couleur, la science des couleurs. Même chez ces artistes, pas non plus de sujets modernes. On trouve beaucoup plus de représentations d'usines, d'innovation technologique chez les académiques. Ici, par exemple, Menzel, Adolf von Menzel, qui était le peintre préféré de l'empereur d'Allemagne à la fin du XIXe siècle. C'est ce genre de peintre que vous trouvez des usines, ou des forges, ou des voies de chemin de fer. Si on prend l'exemple de Monet, donc le fameux peintre de Impression Soleil Levant, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce tableau représente le port du Havre. Présenter le port du Havre comme une espèce d'estampe japonaise avec des ombres chinoises, un ciel rouge et puis derrière des volutes, des vapeurs et surtout le miroitement du ciel dans le clapotis des vagues. C'est moderne, mais ce n'est pas la modernité telle que Prométhée peut-être la comprendrait. Donc, parmi le grand nombre de toiles peintes par Monet, aujourd'hui connues, les études sur nature et les vues de campagne représentent une majorité écrasante. Vues de la Seine, champs, fleuves, meules, sous-bois, massifs de fleurs du jardin de Giverny. Monet peint dans la nature, c'est cela sa modernité. Il peint ses impressions, donc des choses totalement subjectives, sensorielles et passagères, et pas des choses universelles, éternelles, inébranlables, ni de l'avenir. Les paysages urbains sont moins nombreux et ils ne portent pas un message d'avenir très très clair. Ce qui semble plus importer au peintre, ce n'est pas tant la modernité du sujet qu'il peint, ici par exemple la locomotive de la gare Saint-Lazare ou les boulevards haussmanniens. Ce qui lui importe, ce sont les ombres et les reflets, les valeurs et les nuances. Le peintre rend ces éléments de la même manière qu'il travaille sur la nature. Effets atmosphériques des paysages de bord de Seine, ces effets reviennent dans la fumée blanche, épaisse et sans odeur des locomotives de la gare Saint-Lazare. Je ne pense pas que la fumée était aussi blanche à la même époque. Les bruissements de feuilles se transforment en drapeaux tricolores quand Monet fait l'éloge des fêtes républicaines de l'année 1878. Bref, les impressionnistes préfèrent pour peindre moderne peindre des paysages, des villages franchouillards, des vues de Bordighera, d'Italie, de Venise aussi, de Londres, ou des scènes d'opéra et de courses qui finiront en fait
au mur de collectionneurs bourgeois urbains, souvent étrangers, en tout cas au mur de ceux qui financent la révolution industrielle et qui en retirent les plus gros profits. C'est bien connu, à l'opéra, il y a plus de lumière que dans une usine. Il y avait aussi à l'opéra beaucoup plus de futurs amateurs. Mais soyons moins méchantes, Monet a besoin de vendre, mais Degas, qui peint le ballet de Robert le Diable, lui n'a pas besoin de vendre. Il peut vivre sans sa peinture puisqu'il est rentier, tout comme Manet, qui lui aussi n'a pas besoin de vendre pour vivre. Donc les choses se passent bien en fait ailleurs. Si on ne peint pas les objets de la modernité au XIXe siècle, c'est peut-être parce qu'il y a autre chose qui se joue pour être moderne. Lorsqu'on peint moderne après Manet, surtout, ce qui compte, c'est plutôt la manière dont on peint, plus que ce qu'on peint. Manet tient à laisser cet effet de non-fini qui énerve, mais qui est plus vrai, beaucoup plus vrai. Et là est pour une part la révolution symbolique apportée par Manet et ses suivants, et qui va se répercuter sur plusieurs générations d'artistes avides d'appartenir à la grande histoire, à l'avenir de l'art moderne. L'autonomie qui prouve l'avant-gardisme passe par l'affirmation d'une gratuité du geste artistique, donc d'une indépendance vis-à-vis du regard des autres, ce regard qui porte le poids du passéisme et des habitudes, une indépendance aussi vis-à-vis des logiques de marché, autant que vis-à-vis des logiques politiques ou religieuses du moment. Créer l'impossible donc, depuis la fin du XIXe siècle, ce n'est pas pour les premières avant-gardes un problème qui s'aborde de la même manière que les ingénieurs ou les idéologues, même si le terme d'avant-garde a été piqué aux Saint-Simoniens, pourrait-on dire. C'est d'abord une réflexion sur la puissance de son propre faire, une manière de se mesurer avec le geste de la peinture et avec la matière, de pousser au plus loin ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut dire, cette matière, et comment on peut la modeler ou non. Il s'agit aussi de tester comment faire dire à l'art plus, justement, que ce que parviennent à exprimer les nouveaux modes de représentation mécanique du monde, et en premier lieu la photographie. La photo se déploie justement à l'époque où les impressionnistes apprennent la peinture. Il s'agit ainsi pour eux de dire plus, d'enrichir la création, de faire sentir avec un simple pinceau les pigments et des pigments colorés, avec de l'huile et sur une toile à 2 dimensions, le vent qui passe dans les cheveux. Ça, la photo ne sait pas et ne peut pas le faire, en tout cas à cette époque. Le laisser imaginer les vibrations d'un clapotis sur la scène ou la musique des coquelicots sous un soleil de printemps. Ça, là aussi, le cinéma à l'époque est muet et sans couleur, et de permettre à celui qui regarde la toile de revivre la petite Madeleine de Proust, qu'il soit dans un musée ou dans une galerie ou simplement dans sa chambre physique allongée ou malade comme Proust avant sa mort. Il y avait évidemment un risque dans cette attitude, prendre le moyen pour la fin, prendre la pâte, le geste, la peinture pour le plus important, prendre la manière pour l'avenir de tout, confondre le train avec sa destination, alors que ce qui compte, vous serez d'accord, ce serait plutôt le point d'arrivée. On voit cette question pourrir les relations entre Zola et Cézanne, par exemple, dès les années 1880. Zola avait une idée prométhéenne de l'art. Il espérait découvrir un peintre capable de s'approprier la formule dont il voulait voir l'ébauche dans les tableaux impressionnistes des années 1870-1880. Il espérait que Cézanne synthétiserait les recherches de ses amis et qu'il imposerait enfin le tableau achevé ouvrant une ère nouvelle. La formule ainsi maîtrisée aurait permis de grandes fresques modernes pour signifier une humanité en marche, à l'instar de Michel-Ange s'appuyant sur le récit de la création pour célébrer l'homme nouveau de la Renaissance. Le peintre ainsi reconnu recouvrirait les nouvelles chapelles sixtines qu'étaient les gares, les usines, que les académiques représentaient déjà tellement bien, mais qui, les usines n'étaient pas décorées. Les mairies républicaines, si vous rentrez dans celle du 5e arrondissement, vous verrez qu'elle est décorée justement par un peintre pointilliste, Henri Martin, dont le nom est bien oublié aujourd'hui, mais qui était dans cette veine, décorer les usines, décorer les mairies, et puis faire passer l'humanité vers l'avenir. Cézanne, au contraire, peint des pommes désordonnées sur une nappe froissée. Il met en scène des baigneurs maladroitement dessinés dans une clairière. Régulièrement, on voit dans l'histoire des avant-gardes des artistes mettre en garde contre ce risque, confondre le train avec la destination. Kandinsky reprend cette image dans l'Almanach du Cavalier Blanc en 1911, je cite, « Dans la vie pratique, il sera difficile de trouver un homme qui, voulant se rendre à Berlin, descende du train à Ratisbonne. » Ratisbonne, c'était la capitale de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique, dont Ratisbonne, c'était vraiment le passé.
Dans la vie de l'esprit, descendre à Ratisbonne est chose courante. Parfois même, le mécanicien ne veut pas aller plus loin et tous les voyageurs descendent à Ratisbonne. Dès la fin du siècle, l'écart se creuse entre ceux qui veulent que l'avant-garde porte le monde, les jeunes, musclés, prométhéens, et ceux qui ont mûri, pesé et sous-pesé leur propre rapport et celui de leur époque à l'impossible. Le Cézanne de la fin de vie a trouvé un nouvel impossible. Non plus dire et peindre un sujet moderne, ni non plus parler de son corps à corps avec la peinture, mais chercher à peindre ce qui lui échappe le plus, la vie peut-être, ce petit élément qui fait qu'une pomme est une pomme quand vous êtes face à elle, qu'elle a la présence d'une pomme et pas la présence d'une orange. Ce petit moment fugace où lorsqu'on a regardé longtemps la pomme, elle finit par vous parler, très courtement, mais elle vous parle. Et vous vous en souvenez et vous essayez de le revoir, de le retraduire, de le ressentir. La correspondance de Cézanne en témoigne de manière percutante et même poignante, et on retrouve aussi cette même recherche dans le travail de Malevich, par exemple. En refusant une peinture qui se prétendrait aussi bien l'arme des phalanges de l'avenir que la limite et le but final, Cézanne s'oppose frontalement à la manière de peindre revendiquée par Manet et ses successeurs, tout comme à la modernité revendiquée par ceux qui aiment les ingénieurs. Monet fait la même chose après 1890 dans ses séries de meules, puis de cathédrales. Il en fait, il y en a une trentaine de cathédrales qui ont été faites. Il élimine le sujet et il n'en change pas. Pour mieux réfléchir, le sujet, c'est bien ce qui intéresse le public, ce qui intéresse les amateurs, pas les peintres. Cézanne aussi répète le même sujet à la nausée, pomme, montagne Sainte-Victoire. Il y en a là 2 exemples seulement. Les baigneuses aussi, il en a fait plusieurs. Tout cela pour finir par faire comprendre que la peinture doit, en fait, l'art doit renoncer à ses pouvoirs magiques, plus radicalement que ne prétendaient le faire les impressionnistes encore pétris par le mythe de la peinture toute puissante. Et aussi renoncer peut-être à représenter le monde tel qu'il est ou tel qu'il devrait être et tel qu'il sera. Cézanne, c'est déjà la fin de l'art salvateur, la fin de la concurrence de l'art de l'artiste avec Dieu. Ce n'est plus parce qu'elle figure que l'œuvre devient significative, mais par la manière dont elle transpose en peinture, ça peut être aussi en sculpture, en autre chose, en cinéma, en happening, dont elle transpose ce qu'elle ne peut même plus parvenir à signifier. Un certain silence s'en dégage, ça s'appelle l'inachèvement, peut-être aussi la vie, en tout cas une recherche permanente de la vie reçue telle qu'elle est. Cézanne, vous allez me dire, pouvait suivre cette voie, d'autant mieux qu'il avait quitté Paris, ses concurrences, l'émulation du champ artistique de l'époque, qu'il avait quitté aussi avec Paris l'idéologie des Lumières, et qu'il vivait seul en Provence comme un paysan de ses rentes, revoilà les rentes. On peut dire après tout qu'il avait renoncé à être moderne aussi. Depuis sa jeunesse, il regardait d'ailleurs vers le passé, il ne rêvait que de finir dans les musées. Mais pour la plupart, les artistes de sa génération et de la suivante, les défis pour l'art augmentaient à mesure que se perfectionnaient les moyens techniques de représentation. Vous connaissez cette image ? La première, une impression d'écran, on va dire, du premier film tourné par les frères Lumière, le fameux Arroseur arrosé. Donc, avec la photographie et la reproduction à l'infini, puis le cinéma, les défis se multiplient. D'abord, le défi de l'image en mouvement, le cinéma, puis avec lui, le défi aussi de l'électrification, la ville illuminée, la ville moderne, les bals et les manèges, de nouvelles manières de voir le panorama, tout ce qui tourne autour de vous. La vue de haut aussi, ça, les vues d'en haut, c'était nouveau au début du XIXe siècle. Donc, une nouvelle culture visuelle accompagne la modernité et la pousse. Et cette culture visuelle, les artistes sont défiés par cette nouvelle culture visuelle. C'est aussi celle des panneaux publicitaires où l'image doit être efficace et même assume la présence de l'écrit, ou encore la culture visuelle des architectures du fer. Bref, après 1905, pour être plus moderne que les modernes, c'était un enjeu dans la bataille pour les carrières, dans la bataille entre les artistes. Les artistes se comparent les uns aux autres, c'est comme tous les métiers. Donc dans cette bataille, lorsque vous ne vous contentiez pas de l'impressionnisme et du symbolisme qui étaient consacrés, se vendaient bien dans les salons modernes et les élites de l'époque, il n'y avait pas 36 solutions. Pour être plus moderne que les modernes, il fallait se confronter au nouveau régime des images, interroger avec lui les nouvelles modalités du regard. Et c'est évidemment une question
qu'abordent les cubistes, d'abord les fauves, les expressionnistes, puis les cubistes et les futuristes. Le plus souvent, l'analyse se fait au prisme des nouvelles technologies de l'époque. On est encore dans ce genre d'approche, peut-être, je ne sais pas. Les uns, comme Robert Delaunay, cherchent à traduire dans leur peinture le tournis des manèges du Balbulier, qui était pas très loin, à la place du Crous, ou de la Grande Roue de Paris, à traduire aussi la fascination de l'architecture du fer et les effets de la vision du mouvement des objets, des effets sur la vision du mouvement des objets illuminés. Delaunay peint aussi des aéroplanes, des biplans, des monoplans, objets du futur s'il en est à l'époque, après la victoire en 1908 de Louis Blériot qui traverse la Manche avec son avion. On voit beaucoup d'aéroplanes dans les expositions d'art moderne dans les années 1910. Delaunay n'est pas le seul à le faire. On en voit même chez Chagall, si ça peut vous intéresser. D'autres, comme Ernst Ludwig Kirchner, artiste important de la génération de Die Brücke, le pont, les expressionnistes allemands. D'autres peignent la grande métropole du XXe siècle, Berlin, l'effacement des identités qu'elle produit lorsqu'on s'y plonge. On voit, mais on ne voit plus. D'autres, enfin, coupent justement dans cette modernité de plus en plus étouffante. S'ils étaient entrés dans notre modernité à nous, est-ce qu'ils auraient survécu, les pauvres? D'autres coupent donc dans cette modernité de plus en plus étouffante. Picasso, à l'automne 1912, prend des journaux, les découpe, les colle et les décolle. Il assume désormais que son art, pour être d'avant-garde, ne passera pas le crible de la durabilité, ne passera pas au futur, et qui ne sera pas promis au musée parce que tout simplement il sera trop abîmé, trop décomposé. Je vous rassure, les musées vous tromperont, on arrive très bien à conserver des papiers collés. Dans tous les cas, si on regarde ce qui est représenté, de quoi parlent les novateurs, il s'agit toujours de choses présentes. Aussi bien des objets, aéroplanes, voitures, que des matières, journaux, linoléum. Et donc, alors qu'ils travaillent pour l'avenir, les artistes recourent à des objets et des idées de leur époque, au mieux du futur proche, du présent proche, du passé le plus proche, donc du futur le plus probable, le futur proche. Et même dans les travaux de ce groupe qu'on assimile à l'avant-garde historique par excellence, le futurisme, c'est aussi net, voire encore pire. Petit arrêt sur le futurisme, puisque nous parlons d'accélérer, de futur, et donc le futurisme s'impose dans cette présentation historicisante. Le futurisme apparaît en 1909, ça fait loin, dans un contexte marchand et géopolitique bien précis. Il est le produit d'une internationalisation accélérée des marchés culturels. J'inclus dans cette internationalisation celle de la littérature et de la peinture et de la sculpture, évidemment, produit aussi d'une concurrence de plus en plus exacerbée entre capital et nation et d'un progressif rapprochement des avant-gardes européennes. Ces avant-gardes finissent par se rendre compte vers 1908 que le problème pour eux, ce n'est pas l'académisme, ce n'est pas l'école des beaux-arts, ce n'est pas les salons, ce n'est pas non plus les modernes consacrés, l'impressionnisme ou le symbolisme, qui, depuis les années 1890, s'exposent et se vendent partout, mais que le problème, c'est bien eux-mêmes, c'est la concurrence entre avant-gardes d'une même génération. Et donc, d'une revue, d'une exposition à l'autre, se constitue un champ international, champ au sens d'opposition, là je cite Bourdieu, Pierre Bourdieu, un champ international où les avant-gardes s'évaluent, s'imitent, dialoguent et se disputent. Quelles que soient les situations, il faut être plus avant-gardiste que ses collègues avant-gardistes. La naissance du futurisme, avant-garde radicale, agressive, futuriste, prétendant faire advenir le futur mieux que tous, se fait dans ce contexte. Les manifestes futuristes sont nombreux. Le manifeste en soi n'était pas une invention. Il y avait des manifestes depuis les années 1880. C'était très courant dans les milieux, surtout littéraires, d'écrire des manifestes. Mais même Renoir, le peintre Renoir, publie un manifeste en 1884. Les manifestes futuristes déploient en tout cas un projet bien clair, faire advenir ce qui jusque-là était impossible. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, faire advenir l'avenir, ce qui permet de condamner tous les collègues au passéisme. C'est bien pour moi. Le discours est prométhéen, l'homme futuriste, dès le prologue du manifeste de février 1909. Il y a un prologue avant le manifeste, qui est une liste de points. L'homme du prologue va jusqu'à voler jusqu'aux anges. Vous pourrez lire en rouge, je cite ce passage. « Partons, enfin la mythologie et l'idéal mystique sont surpassés. Nous allons assister à la naissance du centaure et nous verrons bientôt voler les premiers anges. Il faudra ébranler les portes de la vie pour en essayer les gonds et les verrous.
partons, voilà bien le premier soleil levant sur la Terre. Le manifeste au sens strict, qui suit donc le prologue, est encore plus édifiant, en particulier le point 7. Il n'y a plus de beauté que dans la lutte. Pas de chef-d'œuvre sans un caractère agressif. La poésie doit être un assaut violent contre les forces inconnues, pour les sommer de se coucher devant l'homme. Attaquer l'inconnu, donc, et le faire de tout son cœur, de tous ses muscles, de toute sa force. Voilà le programme pour faire advenir l'avenir. Le point 8, place en cohérence le futurisme au sommet de l'histoire, dans le futur. Nous sommes sur le promontoire extrême des siècles. À quoi bon regarder derrière nous, du moment qu'il nous faut défoncer les vantaux mystérieux de l'impossible. Le temps et l'espace sont morts hier. Nous vivons déjà dans l'absolu, puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse omniprésente. Dans l'idéologie futuriste, cela passe, vous l'avez compris, par le refus du passé, détruire les musées, incendier les bibliothèques, mais aussi par le rejet de tous ceux dont la fonction semble renvoyer au passé ou à des attitudes qui tournent vers le passé. Première visée, la femme, dont le corps fonctionne de manière cyclique, celle qui enfante, qui a enfanté et enfantera, celle qui éduque à la douceur, c'est atavique, et non pas à la guerre, celle qui protège les générations et la régénération des générations, nourrit, aime et suscite l'amour. L'amour aussi, c'est anti-futuriste, ça rend malade, ça fait ressasser les souvenirs. Point 9, nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde, le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent et le mépris de la femme. Le futurisme donc déteste les femmes, mais aussi les professeurs et les guides de musée, ceux qui proposent d'éduquer le regard en se tournant vers hier. Vous comprenez pourquoi je n'aime pas trop le futurisme, je suis femme, professeure et en plus en histoire de l'art. Rejet du passé donc, de la réflexion, de la contemplation, pour l'action jeune, virulente, masculine, efficace. Voilà le message, vous avez compris. Passons maintenant aux réalisations. Qu'il s'agisse de poésie, de peinture, de sculpture ou d'architecture, mais il y a aussi la musique et bien d'autres disciplines. Les futuristes n'ont pas inventé des choses plus modernes que ce qu'ils voyaient déjà autour d'eux. L'assaut violent contre les forces inconnues, citation là, que doit être la poésie, se transforme en bruitisme. Pourquoi pas prendre les bruits de la ville pour dire plus efficacement le stress qu'elle fait naître, la modernité donc. La peinture n'est pas moins contorsionnée, le mot est encore du manifeste, et difficile chez les futuristes que chez les anciens qu'ils condamnent. Leurs premières toiles parlent encore le langage pointilliste des années 1880. Un historien de l'art voulu montrer la toile de gauche, il vous dira, mais ça, c'est pas nouveau. Ça fait 30 ans que les peintres font de ça, des petits points, en dissociant les couleurs les unes des autres. Il faut bien dire aussi, effectivement, que pour monter son groupe, Marinetti était allé recruter un petit peu ceux qui voulaient bien le suivre, les premiers venus, on va dire, et notamment des artistes qui, en Italie, en étaient encore à l'époque des Taschis, les Macchiaioli. Pour réaliser après coup la pratique de leur théorie, puisqu'en fait, les peintures futuristes sont faites après les manifestes qui les décrivent, et pour faire un art de la guerre, du mouvement, de la force, des muscles, etc., les futuristes commencent en 1911-1912 par mimer ce qu'ils connaissent des manières de représenter le mouvement, la force et la guerre. Première chose qu'ils connaissent, les successions de poses des chronophotographes vieilles, là encore, de 2 générations, les années 1880. Puis un retour un petit peu inévitable vers les vues urbaines, sujet moderne s'il en est, avec la tentative en peinture de traiter des phénomènes de foule. Ou encore, troisième élément, ils tentent de traduire les impressions d'une automobile en course. Ici, une troisième représentation de la ville. Les automobiles en course, là, il y en a des séries, surtout chez Balla. Sans oublier, enfin, les toiles qui parlent d'une humanité militaire forte, surhumaine. Conception bien fragile de l'avenir. Là encore, les futuristes ne font que peindre ce qu'ils voient autour d'eux. Ils recomposent à partir de ce qui leur est connu pour pousser la porte de l'inconnu. Même l'architecture futuriste, dont le manifeste n'est pas publié avant 1914, reprend elle aussi le présent proche. Elle plaque ce présent proche sur le futur proche le plus probable. Qu'est-ce qu'ils font donc? Qu'est-ce que fait Santeglia pour indiquer ce que devra être le Milan du futur?
On connaît les dérives du futuriste. La philosophie du plus fort n'a jamais fait de bien autour d'elle. Outre son lien ultérieur avec le fascisme, la consanguinité avec le nazisme, tout cela, ça fait frémir. On ne peut nier qu'il y ait aussi de cela dans les divers accélérationnismes d'aujourd'hui qui nous sont proposés. Une idée prométhéenne de l'homme qui se fiche bien de la nature et des faibles, malgré son ancrage prétendu à gauche. Vaste polémique à ce sujet après la publication en 2013 du manifeste accélérationniste. Ils avaient oublié l'écologie. Autre avant-garde prométhéenne qui veut faire un homme parfait, le transhumanisme, dont le plus beau résultat est en train d'essayer de s'imposer en Europe. Ce sont ces cliniques qui fabriquent des gamins pour des acheteurs. C'est jamais les pauvres qui achètent les gamins des riches. Dans les ventres de femmes devenues esclaves d'agences de fabrication du bonheur sur catalogue. On est dans l'eugénisme. Ce nouveau genre de futurisme se fiche aussi bien du droit, de la défense du plus faible et de la prise en compte de ceux qui vont moins vite que d'autres. Et voici qu'on sauvera l'Afrique malgré elle, qu'on produira plus d'énergie même si ça crée plus de morts, qu'on conduira des voitures automatiques même si ça génère encore plus d'obésité. Le présupposé de tout cela, les gens sont libres. Il y en a un qui se retournerait dans sa tombe, c'est Freud. Mais tout le monde est-il aussi libre de dire non que tout le monde? Revenons au point de vue historien. Le retour de l'idée prométhéenne, on constate qu'il vient avec les sauts technologiques les plus manifestes de l'histoire, un tout petit peu après eux, on va dire plutôt. Lorsque la technologie envoie les hommes plus vite, toujours plus vite, aux époques où ça fascine. Donc l'arrivée de la voiture, puis de l'avion, ici des cartes postales, on peut en faire une collection sur le règne, la gloire de Blériot qui avait traversé la Manche, puis le nucléaire, puis Spoutnik, les voyages dans l'espace, la fusée spatiale, le lapsus Sparte est révélateur, et bientôt, aujourd'hui, les voyages sur Mars. Des noms pour l'époque des premiers voyages dans l'espace, Yves Klein, artiste démiurge, mort trop tôt en 1963 pour parachever son œuvre. Klein a été fasciné comme beaucoup de ses contemporains, par les images du Spoutnik qui circulaient dans la presse de l'époque et sur les petits écrans dont commençaient à s'équiper les foyers européens. Et ces images, le Spoutnik, on les retrouve dans les performances, les montages, les représentations de beaucoup d'artistes de la néo-avant-garde européenne de l'époque, au début des années 60. Klein réalise aussi des sculptures de feu, il conçoit des architectures de l'air, il veut changer le monde et il ne se prive pas de le dire. Dans l'histoire de l'art, les postures prométhéennes finissent souvent, il faut peut-être s'en étonner ou l'analyser un peu plus. Elles finissent souvent, ces postures, lorsqu'il n'y a pas d'humour, par s'affilier au conservatisme politique. Klein, c'était quelqu'un qui n'avait pas d'humour. La première fois qu'il a vu un film parlant de son œuvre, si vous allez sur Internet, vous cherchez Mondo Cane, un film d'artiste italien, qui présente le monde d'aujourd'hui, entre guillemets, des années 60 en 62, d'une manière très distanciée, en faisant un parallèle entre les attentes et les désirs des gens de 1962 à New York ou à Milan ou à Paris et celles des Bushmen ou de telles tribus africaines. Bref, donc quand Klein a vu ce film, il a fait sa première crise cardiaque au Festival de Cannes de 62 et ensuite, il a fait une deuxième crise cardiaque. Non, mais c'est vrai, hein, il se prenait très, très au sérieux. Donc Klein, c'était du sérieux, à la différence de ses petits camarades, les nouveaux réalistes, beaucoup plus potaches et gauchistes, qui virent en temps réel leur camarade Yves prendre un chemin conservateur qu'ils n'avaient pas envie de suivre. Mais revenons à nos plasticiens futuristes, très sérieux donc, dont j'ai expliqué qu'à part la prétention à être du futur, pour le reste, ce qu'ils réalisèrent concrètement, ce sont des objets qui parlaient du présent. Pourquoi n'allaient-ils pas plus loin? Parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Là, c'est mes enfants qui m'ont expliqué. Je ne peux pas répondre aux mails des étudiants et les écouter. Le futurisme, c'est d'abord une manière pour un groupe situé aux marges de la scène internationale de l'art et de la littérature de se faire une place au soleil. On pourrait analyser l'accélérationnisme de la même manière, celui de l'équipe du manifeste de 2013, de manière très froide, sociologique, entrisme de jeunes marginaux, ambitieux, au profil plutôt raté, dans le champ extrêmement concurrentiel, international et sélectif,
dans un champ sélectif. Pour l'accélérationnisme, c'était le champ académique et philosophique. Les postes dans le champ académique, ce n'est pas facile, on ne va pas leur taper dessus. Pareil, donc, pour toutes les avant-gardes, on ne va pas non plus le leur reprocher. Or, pour passer des marges au centre, il n'y a pas 36 solutions. Ou bien il faut jouer mieux que les autres au grand jeu des avant-gardes, ou bien il faut changer les règles. Mais peu de gens parviennent à changer les règles, et pour changer d'ailleurs ces règles, il faut extrêmement bien les connaître. Les futuristes, eux, n'ont pas changé le système, ils l'ont suivi à la 5e vitesse. Ils ont appliqué parfaitement les règles de l'idéologie moderniste qui s'était imposée un peu partout depuis le début du siècle. Première règle, prétendre rompre avec le passé, même si en fin de compte on s'en fichait du passé, voire on l'aimait bien. Ce n'est pas notamment pour Carlo Carra et Severini qui refont à leur manière la bataille de San Romano qu'ils ont étudiée au musée de Florence. Deuxième règle, faire savoir partout que vous enfreignez les règles du passé, d'où des tournées, des expositions, une cellule de propagande financée par les rentes de Marinetti depuis Milan, des envois de lettres, de cartes postales, la création d'une revue, le financement de conférences un peu partout en Europe et de grandes manifestations depuis des voitures équipées de mégaphones, sans oublier les œufs pourris et les tomates qu'on lance sur son propre public. Troisième élément, pour monopoliser l'avenir, faire sa place au soleil des avant-gardes, donc il fallait donner tous les indices pour qu'on sache que vous étiez d'avant-garde, donc mettre en œuvre les pratiques des modernes, peindre, exposer parmi les modernes, donc les bons lieux, mais aussi les bonnes manières, les bonnes images et les bonnes pratiques, publier des manifestes, et donner aussi d'autres éléments susceptibles de faire penser qu'on était l'avenir, peindre des sujets modernes, donc des villes, des voitures, des avions, des trains, des hélices, des armées, le Spoutnik, la fusée, et bientôt des mitrailleuses, et tout ça de manière moderne. Quatrième élément, faire comprendre qu'on prépare le lendemain, impossible pour la masse passéiste, fabriquer du refus autour de soi, envoyer les tomates sur le public, j'en ai parlé, passer dans les rues avec un mégaphone pour cracher au public de Venise son passéisme, lancer des tracts sur Venise endormie, expliquer qu'on ne vous a pas reconnu. La rhétorique du « je suis incompris » est très efficace, surtout quand votre exposition est inaugurée par le président de la République ou par le roi de Belgique. Ça, je parle pour les avant-gardes belges de la fin du XIXe siècle. Bref, en appliquant les règles de l'avant-garde, on ne pouvait pas prendre du recul sur elles. On ne pouvait pas rompre réellement avec les pratiques et les manières de créer l'impossible. Mais en même temps, certains ont poussé ces règles à un tel degré, les futuristes notamment, que ça devenait insupportable. Dans les années 1910, l'époque du futurisme, les pratiques se radicalisent, les réalisations en rupture réelle se raréfient, d'où le mûrissement de nouveau possible. Donc je vois venir la question, qui a fait des choses en rupture et comment y sont-ils arrivés? Bien évidemment, il y a des ruptures. Certains se mettent à faire autre chose, des choses totalement inimaginables à l'époque. La roue de bicyclette de Marcel Duchamp est faite dans ce contexte en 1913. Ce n'est pas un acte totalement gratuit, quoi qu'en dise la postérité. Il faut la lire avec un peu de recul. En 1911, Duchamp ne sait plus quelle est la destination du train. Ce tableau n'est pas très connu, mais il s'appelle « Jeune homme triste dans un train ». Duchamp est dans le train qui va à toute allure. Il a pris le train en retard, comme beaucoup. Il arrive au cubisme après ses grands frères qui, eux, ont 5-10 ans de plus que lui et qui font déjà de la peinture moderne avant lui. Il arrive toujours en retard, Marcel. Donc il ne sait plus quelle est la destination du train et il est malheureux, comme on dit ce tableau. En 1912, il se fait sortir du groupe cubiste parce que ses recherches ressemblent trop à celles de l'ennemi italien, les futuristes. Donc il prend ses clics et ses claques, il part à Munich. Mais problème, quand il arrive à Munich, il trouve des expositions avec les mêmes tableaux que ceux qu'il fuyait. Donc, il finit par laisser tomber, Marcel, plus de peinture, tu feras autre chose, et il prend un boulot à la bibliothèque Sainte-Geneviève par là-bas. La roue, en fait, elle singe grinçante tout ce qu'il se fait de plus futuriste à l'époque. Elle singe les roues de Robert Delaunay, l'artiste parisien le plus en concurrence avec les futuristes et en même temps le plus proche d'eux, même âge que Duchamp, carrière réussie, à la différence de Duchamp que personne ne connaît et qui n'intéresse personne en 1912. Et que justement, le pauvre Duchamp retrouve à Munich quand il va là-bas, il y a une expo de Delaunay. Il singe aussi avec sa roue l'exaltation du sport par les avant-gardes. Il singe aussi leur recherche sur le mouvement, simultanément statique et mobile, quoi de plus efficace qu'une roue de bicyclette.
La Roux de Duchamp cite aussi, sans le dire, les seuls qui, dans le manifeste du futurisme, sont capables de renverser la Fiat lancée à toute vitesse par Marinetti. Et je vous invite à lire ce prologue trop inconnu avec ce passage. Comme j'avais dit ces mots, je virais brusquement sur moi-même avec l'ivresse folle des caniches qui se mordent la queue. Et voilà tout à coup que 2 cyclistes me désapprouvèrent, titubant devant moi, ainsi que 2 raisonnements persuasifs et pourtant contradictoires. Leur ondoiement stupide discutait sur mon terrain. Quel ennui, poids, je coupais court et par dégoût je me flanquais, vlan, cul par-dessus tête dans un fossé. Bref, des ruptures dans l'art, il y en a beaucoup d'autres. Pour l'époque futuriste, Picasso en fait quelques-unes avec les papiers collés, dont on sait trop peu, qui sont découpés dans des coupures de journaux qui relatent les polémiques de l'époque jusqu'à l'Assemblée nationale contre les avant-gardes et le désordre qu'elles apportent. Autre rupture, pour donner encore un exemple, celle de Dali. Remettre de l'académisme dans la peinture avant-gardiste, il fallait y penser, c'était fort de café. Personne n'y avait pensé. Dali ajoutait à l'académisme, dont il était un des rares artistes de sa génération à être capable de le faire, puisque les autres, ils avaient appris la peinture à l'école de l'impressionnisme. Dali a ajouté de l'insupportable, des têtes coupées, des phallus, des anus coulants, des formes tellement subjectives qu'en le découvrant, on se dit qu'on est vraiment pervers. Bref, il rendait à la peinture la possibilité de montrer, alors qu'elle y avait renoncé depuis longtemps. En plus, sa peinture lançait à chacun en pleine tête ses pires obsessions. Il prouvait qu'on était un gros salaud. Fabrication immédiate du rejet, donc. Ça marche toujours. Si vous n'avez pas besoin de prendre une douche quand vous avez regardé un Dali, c'est que vous n'avez pas bien regardé. Était-on pour autant dans l'avenir? Oui. Après Dali, tout le monde se met à faire du Dali, jusqu'à la fin des années 30. Les élites accrochent des scènes dégoûtantes dans leur salon, se mettent à faire, même comme dans les toiles de Dali au grand jour, financent aux yeux du public une libération des mœurs qui n'a en fait pas attendu mai 68 pour s'étaler au grand jour. Je vous renvoie par exemple au pavillon de Vénus de l'exposition universelle de New York en 1939. Révolution symbolique ici aussi. Dans les années 50 encore, toute l'avant-garde internationale fait du Marcel Duchamp. Et puis, depuis les années 70, tout le monde fait des performances. John Cage et ses camarades en faisaient dans les années 50, etc. Donc, il y a des révolutions symboliques qui ont été des rénovations esthétiques qui sont passées dans l'avenir. En général, les ruptures partent d'un point de vue hors champ. C'est ça qui nous intéresse pour essayer de comprendre comment elles sont arrivées. Elles sont toujours le fait d'artistes marginalisés et même sortis du champ de leur discipline. Soit écœurés par le système qui les exclut, qui les sort. Duchamp exclu du Salon des indépendants en 1912. Les Fluxus qui sont, excusez-moi l'expression, mais qui sont vraiment les déchets sociologiques de la mondialisation du marché de l'art contemporain à partir de 1961. Et là, le motif de la valise est intéressant. Ils font tous leur valise. Marcel fait sa valise, Fluxus fait sa valise. Ça revient très souvent. On pourrait faire une thèse sur les valises dans l'histoire de l'art. Soit donc écœurés par le système qui les sort, soit des artistes marginalisés par leur situation de départ. Ils viennent des marges. On vient de Barcelone, on vient d'Europe de l'Est, on vient du Chili sous la dictature, etc., ou on vient de Vienne, aux marges de l'Europe démocratique. Pour les actionnistes viennois qui n'arrivent même pas, entre 56 et 62, ils essayent d'exposer dans les milieux modernes, mais ça ne marche pas, alors qu'ils voient les petits copains de Düsseldorf accueillis dans les musées de leur pays. Évidemment, nos artistes fabricants d'avenir étaient aussi bien assurés derrière. Pas besoin de produire pour vendre. Soit ils étaient rentiers, Degas est rentier, Kandinsky est rentier, Duchamp est rentier, Tristan Tzara est rentier. Soit ils vivaient au crochet d'une femme riche, revoilà la femme. André Breton, Guy Debord, le situationniste, stipendié par sa tante puis par ses copines ou ses femmes, ou encore le fondateur de Fluxus qui sourtire de l'argent à sa pauvre vieille maman, ou au crochet des copains, faites attention à ceux qui vous entourent, c'est plus difficile, mais ce fut le cas pour Picasso par exemple, avant d'être pris en charge par un marchand qui parie sur eux, et aussi certains artistes diversifiaient suffisamment leurs propositions pour vendre d'un côté et de l'autre faire de temps en temps des choses nouvelles. Deuxième élément aussi pour pouvoir rompre, et ça on va peut-être en reparler, ils avaient beaucoup d'humour, avoir de l'humour. Leur marginalité, leur indépendance et leur humour leur ont permis d'avoir un point de vue très distancié et décalé sur leurs contemporains. Un regard au mieux rempli de pitié, plus souvent un regard ulcéré, ou plus efficace, un œil méprisant. Très préoccupés quand même de la rivalité avec les autres.
L'artiste du futur reste très ambitieux. Il rêve d'une carrière internationale et tous ses actes, aujourd'hui canonisés, sont orientés de manière à laisser des traces. L'artiste, il laisse plein de photos et on a des tonnes et des tonnes d'archives, de photographies, des happenings des années 60, des performances des années 70, etc. Dans l'histoire des avant-gardes, ce sont ceux-là qui ont apporté les plus importantes ruptures et accompagné de grandes révolutions symboliques. Quelques révolutions symboliques, pour en faire la liste, bien ancrées désormais dans les élites, même si beaucoup de couches sociales n'ont franchi le pas que quand il s'agit de parler de choses de culture. La destruction de l'idée du beau, le mépris pour le local et le national, la valorisation de l'international, la fascination pour la forme plus que pour le contenu, l'idée qu'une œuvre ne vaut pas par les matériaux qui la font ou l'élaboration qui préside, mais par l'intelligence de son auteur, donc la possibilité de créer avec des déchets. La valorisation de la subversion, considérée comme plus efficace que le changement politique. Autre révolution symbolique, je ne suis pas en train de juger, je fais juste la liste. La possibilité d'exposer ses pulsions au grand jour et la valorisation de ces pulsions. Encore une, la fameuse mort de l'auteur et la crise du sujet. Encore une, l'acceptation d'interventions destructives sur son propre corps et l'acceptation d'interventions destructrices sur le corps de l'autre, puisqu'il accepte, puisqu'il est libre. On pourrait dire qu'en acceptant tout cela, en le muséalisant, les élites culturelles et politiques ont entériné l'arrivée de ces révolutions symboliques. On peut penser aussi qu'elles ont soigneusement confiné toute subversion entre les 6 faces bien lisses d'un white cube hermétique. Mais aujourd'hui, le white cube s'est fêlé. L'avant-garde et le futurisme ne se jouent plus dans les expositions. Ça se joue sur Internet, sur les réseaux sociaux, les entreprises, dans les universités. Peut-être les universités, on va voir. C'est pour la raison pour laquelle je laisse la parole à 2 avant-gardistes qui vont continuer la discussion. Merci.